Bonjour, bon après-midi. Je suis Nandini Hari Arasvera. Je fais partie du comité technique et je vais faciliter cette séance avec Lucie Caria qui est basée à Nairobi. Aujourd'hui, nous allons parler des solutions qui tiennent compte du climat et qui sont bonnes pour les femmes parce que nous avons eu beaucoup de membres qui voulaient partager leurs solutions et nous avons choisi trois solutions et nous avons des études de cas que Lucie va vous montrer. J'ai l'honneur de présenter cette séance et c'est un honneur pour moi parce que je travaille dans le domaine du changement climatique seulement récemment. Autrefois, je pensais que c'était le travail de quelqu'un d'autre et maintenant je me rends compte que travailler dans le changement climatique, c'est le travail de tous. J'ai trois choses à dire. D'une part, le changement climatique change la vie. Le travail que nous faisons, le travail fait par nos collègues qui vont vous parler aujourd'hui et qui vont vous montrer les trois études de cas, permet d'épargner des vies. Et nous n'en parlons pas suffisamment dans la communauté financière, le fait de d'épargner des vies grâce à une meilleure résilience. Deuxièmement, l'assurance est importante. Bien souvent, par le passé, dans la communauté financière, on ne faisait pas attention à l'assurance. On se disait par la suite, on va inclure de l'assurance. Mais de plus en plus, alors que l'on parle de la résilience au climat, dans toutes les solutions, on inclut une assurance indexée. Et je pense que c'est le moment de travailler davantage en matière d'assurance. Et finalement, l'assurance santé. Vous verrez dans les exemples aujourd'hui et dans les études de cas présenté par Lucie, que l'assurance médicale est importante, est aussi importante que l'assurance agricole. Et si vous regardez les documents préparés, on vous dit que la santé est une question très importante pour la résilience au climat. Deuxièmement, pourquoi est-ce que c'est important? J'ai lu un ouvrage il y a quelques années de cela, comment se préparer à l'avenir et on commence par parler d'une vague de chaleur qui tue 20 millions de personnes et cela lance est le début d'un avenir différent. Donc, il faut voir comment prévenir ceci à l'avenir, étant donné les outils que nous avons et le travail que nous faisons. Et en dernier lieu, je voulais dire que ces solutions, ces études de cas, eh bien, nous vous les présentons parce que nous pensons que cela peut être fait. On peut les monter à l'échelle et cela peut se faire en partenariat avec le secteur privé. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter Lucie Caria, qui est conseillère technique pour SIGAP et qui travaille en la matière depuis longtemps. Et je vais lui donner la parole. Merci à Nadini de nous avoir présenté ces idées, pourquoi nous devons inclure les solutions qui sont bonnes pour le climat. Bienvenue. Nous avons trois orateurs aujourd'hui et chaque orateur nous parlera d'une solution ou d'une approche qui permet de renforcer la résilience des femmes. Ils vont nous dire pourquoi, comment ils ont préparé un produit ou un service. Comme Nandini l'a dit, nous avons reçu beaucoup de solutions des membres, mais nous en avons choisi trois en raison du temps. Et donc, quand vous allez examiner ces trois solutions, il faudra voir ce qu'ils essayent de résoudre, dans quelle mesure vous pouvez avoir une montée à l'échelle, etc. Nous avons aussi choisi trois études de cas que je mentionnerai à la fin.
une fois que tous les orateurs ont parlé. Et pendant la discussion, utilisez le chat pour envoyer vos questions et vos remarques. Et nous pourrons donc faciliter les réponses. Donc, le premier orateur est Lorenzo Rovelli, qui est spécialiste de programme pour l'autonomisation des femmes à l'ONU Femmes dans le bureau régional de Dakar. Lorenzo va nous parler des produits d'assurance au Mali et dans d'autres pays. Je vous remercie. Lorenzo, vous avez la parole. Lorenzo, êtes-vous là? On ne vous entend pas, Lorenzo. Votre micro est éteint. Alors, merci Lucie. Oui, j'ai du mal à allumer mon micro. Je suis très heureux d'être ici. Vous avez la parole, Lorenzo. Faites votre présentation, s'il vous plaît. Merci, Lucie. C'est un grand plaisir et un honneur d'être ici et de partager certaines des démarches que nous avons pour des solutions financières qui tiennent compte du climat et qui sont bonnes pour les femmes. Que des approches, des démarches au Sénégal et au Mali. Et nous avons travaillé avec le secteur privé et public pour concevoir ces solutions financières. Je vais vous présenter deux types d'assurances qui ont été adaptés aux besoins des femmes rurales pour renforcer leur résilience au changement climatique. Le premier exemple est une initiative au Mali avec UNCDF euh, et nous avons travaillé pour préparer une assurance pour les récoltes des femmes. Ici, nous allons voir la démarche suivie et c'est une démarche basée sur des éléments probants. Donc, nous avons commencé par identifier qu'est-ce qui est faisable dans les zones agricoles et qu'est-ce qui répond à leurs besoins pour que que la résilience des femmes soit renforcée. Donc, ce que nous avons constaté, c'est que les défis principaux pour les femmes au Mali, c'est elles perdent souvent des récoltes et donc du revenu à la suite de sécheresse ou d'inondations. Et nous avons réalisé que certaines assurances pour les récoltes existent déjà au Mali, mais ces types d'assurances ne répondent pas aux besoins des femmes. Donc, pour faire face à ces besoins, nous avons lancé un processus compétitif pour travailler avec un partenaire du secteur privé. Et ce partenaire, c'est OCO. C'est une entreprise qui donne déjà une assurance indexée au Mali et dans d'autres pays d'Afrique. Et j'aimerais pour vous parler de cette assurance et vous montrer certaines caractéristiques intéressantes. C'est une assurance basée sur certains paramètres. Et ce sont des paramètres qui sont mesurés grâce à des systèmes satellitaires. Et c'est un grand avantage en matière de coûts parce qu'il n'est pas nécessaire d'évaluer les pertes. Ainsi, le client, l'agriculteur, a un grand avantage. En fait, ils reçoivent automatiquement un paiement si un seuil est atteint, que ce soit un seuil d'inondation ou autre. Donc, il n'est pas nécessaire de présenter une demande de remboursement. Donc, cela est très important pour les femmes. Maintenant, le seul problème en ce qui concerne cette assurance indexée, c'est qu'il faut établir une assurance différente pour chaque récolte parce que chaque récolte a un seuil différent, chaque culture.
Donc ici, vous pouvez voir l'approche qui a été suivie par nous-mêmes avec FENU et OCO. Nous avons mené une enquête auprès de 330 agricultrices pour voir quels étaient leurs besoins. Et sur la base de cette évaluation, nous sommes rendus compte que les mesures clés qui pouvaient être établies pour permettre à ce que les femmes aient cette assurance, c'était d'abord mieux équilibrer les agents d'assurance d'OCO en ayant plus de femmes. Et puis, il faut inclure des aspects du genre dans cette formation donnée à tous les agents d'assurance, les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'il fallait comprendre la différence entre les hommes et les femmes. Par exemple, quand est-ce qu'il était plus facile d'atteindre les femmes pour leur parler d'assurance? Et enfin, nous avons conçu et mis en œuvre un nouveau système d'assurance, un régime d'assurance pour des récoltes d'arachides sur des exploitations agricoles où ce sont des femmes qui sont des propriétaires. Voici les résultats les plus importants. D'abord, vous voyez sur le graphique à gauche l'idée d'avoir des équipes commerciales tirées seulement par des femmes s'est avérée vraiment une réussite. Des récoltes qui ont été vendues par ces femmes ont été vendues à d'autres femmes. Et donc le ratio est 1/5 des équipes ventes ou commerciales habituelles. Sur la diapo suivante, nous pouvons voir sur ce camembert le résultat du produit du régime d'assurance arachide, cacahuètes, et 70% des régimes d'assurance vendus pour cette récolte, pour ce produit, est vendu aux femmes surtout. Donc, pour les autres graines céréales, eh bien, la part est bien plus moindre. Et enfin, on voit sur cette diapositive-ci comment l'écart entre femmes et hommes, eh bien, a un impact. Donc, en bleu, la courbe en bleu commence très bas, comme vous le voyez, mais part en hausse à mesure que le projet est exécuté et chemin faisant pour arriver à quelques 50% des clients hebdomadaires atteints ou touchés. Sur cette diapo-ci, nous réunissons tous ces éléments et nous examinons les résultats. Alors tout d'abord, 1100 femmes petites exploitantes agricoles ont eu accès à ces régimes d'assurance euh, récolte pour la première fois et sans subvention, sans don. De nouveaux emplois ont été créés, 11 nouveaux emplois ont été créés dans un secteur non traditionnel tel que le régime assurance récolte. Et OCO a été capable de réduire l'écart genre, donc sur toute la base de la clientèle, en accroissant la part des femmes de 18 à 25% en moins d'un an. Voici les résultats principaux que nous avons recueillis. Et sur cette diapositive, nous avons l'exemple du secteur de la santé, assurance médicale pour les femmes dans les zones rurales au Sénégal. Et évidemment, un accompagnement par le gouvernement. Et là, dans ce même espace, nous sommes fondés sur la même approche, basée sur des éléments probants et des preuves, et sur la résilience et l'amélioration de la résilience des femmes au Sénégal. Donc, tout cela est basé sur la recherche et partie intégrante ici. Le propos principal est que les femmes dans les zones rurales sont particulièrement intéressées de ce genre de différents régimes pour renforcer leur résilience en matière de protection médicale et d'assurance santé. Et des éléments les plus intéressants, que quelques 85% étaient particulièrement intéressés par ce genre de mécanisme, parce que les régimes d'assurance santé les couvrent, mais couvrent également toute la famille, le ménage, les enfants, etc. Et donc voilà que cela veut dire moins de dépenses de sa propre poche et évidemment davantage de services professionnels consacrés aux femmes. Et donc une démarche façonnée et accessible en matière de ce modèle d'assurance santé. Et donc voilà l'impact ici que vous voyez.
évidemment, toutes sortes d'éléments entrent en compte, mais il y a un autre aspect intéressant que nous avons constaté, qui était à la diapositive précédente, mais je vais essayer d'accélérer. Le savoir et le niveau d'accès à ce genre de service était assez, bas. On voit seulement 7 des femmes, sondées ont accès à l'assurance santé, l'assurance médicale, et pour essayer de traiter de ce genre de défi, eh bien, nous avons rencontré différentes agences au Sénégal, et pour rendre l'assurance santé plus accessible, plus abordable et mieux adaptée aux femmes rurales. Et dans la diapo suivante, on explique comment nous avons procédé. Nous essayons d'avoir, l'angle ou la perspective, offre, et ensuite nous nuançons, les services, par rapport à cela. Donc pour la prestation et la fourniture de services, par exemple, toutes sortes de dispositions ou mesures d'incitation pour accroître aussi le nombre de membres. Et souvent, nous avons vu que les femmes étaient organisées en coopérative au Sénégal. Deuxième aspect, le renforcement de la connaissance du savoir qu'ont les femmes par rapport à l'assurance, au régime d'assurance médicale. Donc nous avons eu une démarche hybride avec formation, mais aussi des formations de base, tout simplement. Et cela a permis d'obtenir des résultats assez intéressants. Et pour veiller à la viabilité et à la durabilité de ce genre d'intervention, eh bien, nous avons impliqué les femmes par des mécanismes tout à fait adaptés pour continuer à fournir des primes, par exemple une épargne qui peut être engendrée pour les femmes. Et tous ces éléments combinés, conjugués au titre du pilote, eh bien, cela a permis de donner accès à 1300 femmes rurales et les membres de sa famille à avoir accès au régime d'assurance médicale. Cela veut dire quelques 7000 personnes. Donc, je termine mon intervention avec quelques principales conclusions dans le cadre de cette expérience. Alors, pour ces constatations, conclusions, nous avons nécessité de mettre au point des solutions qui fonctionnent bien pour les femmes. Ce critique pour analyser les besoins, les préférences ainsi que les contraintes auxquelles font face les femmes. Et cela est tout à fait critique et il convient surtout d'avoir des données qualitatives et quantitatives qui soient recueillies, mais bien décomposées par rapport aux femmes et aux hommes, et aussi de mettre au point tout ceci pour les utilisateurs en fin de parcours dans la conception et le pilotage des solutions financières. Alors, la mise au point, les partenaires de développement ainsi que les prestataires de services, tels que ONU Femmes et autres agences onusiennes, peuvent fournir une valeur, un ajout en matière de valeur critique en travaillant de concert, et ce, dans le cadre, pour des solutions financières tirées par le secteur privé et le secteur public. Pour ce qui est des approches sensibles au genre, évidemment, pour que les femmes aient accès à des services financiers, eh bien, cela est tout à fait logique aussi pour les prestataires et pour le secteur privé. Donc, cela est tout à fait critique et évidemment et logique du point de vue, d'un plan d'activité, tout simplement. Et en matière de perspective, tout simplement pour dire qu'au-delà de la mise à grande échelle pour, donner davantage d'accès, aux assurances, médicales pour les femmes, eh bien, c'est aussi le fait de, rétrécir les écarts. Et donc le gouvernement irlandais, eh bien, adopte cette approche pour mettre au point des, solutions, financières sensibles au, genre et aussi vertes, au niveau des coopératives menées par des femmes. J'espère que je n'ai pas été trop long dans mes propos. Je vous remercie. Nous allons passer à la deuxième intervenante, Soline Plum, qui est directrice mondiale de solutions financières. Elle va nous parler de la manière dont les produits d'assurance sont mis en application dans des institutions de microfinancement pour renforcer la résilience des femmes en Afrique et en Asie, surtout là, et qui va parler du caractère unique de ce projet sur une zone vaste avec une empreinte importante. Merci et bienvenue Solène Ford. Merci beaucoup. Tel que l'on l'a constaté au niveau de la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique, les femmes font face à plus grands risques en matière de changement climatique et aléas du changement climatique et l'impact de ceci. Et cela, nous le voyons
à tous les niveaux. Et donc, nous voyons que le changement climatique est un risque multiplicateur qui exacerbe les disparités et les écarts. Donc, dans le cadre de la Convention 4, je vais vous mener vers l'Ouganda, où nous avons mené une étude par rapport à une crise de nutrition en 2022 dans cette région. L'étude nous montre à quel point la crise humanitaire est liée à la santé des femmes et la crise climatique, évidemment. Donc, les femmes sont exposées au monoxyde de carbone avec des fours et non efficaces, utilisant le charbon, du bois de chauffe, et dans des régions éloignées et rurales. Les femmes sont également responsables d'abattre du bois dans des températures extrêmement élevées. Les femmes qui allaitent au sein, eh bien, elles sont exposées aussi, évidemment, par rapport à des maladies euh, communiquées euh, par l'eau. Et vous êtes sans doute tous d'accord avec moi que le fait de prendre à bras le corps le changement climatique est davantage urgent que cela n'a jamais été. Encore plus urgent aujourd'hui et de plus en plus urgent à mesure que nous avançons. Du côté programmatique et approche d'inclusion financière et vision générale, il convient de continuer à traiter du changement climatique et l'impact que celui-ci a sur la santé des femmes, ce qui a un impact sur l'objectif de développement 3, le DD3, et cela amène les femmes à plus haut niveau et évidemment sont extraites de la pauvreté, et cela grâce au fait que nous avons fourni des produits de qualité de microfinancement avec inclusion financière pour les zones rurales. Je suis très heureuse de partager avec vous quelques éléments quant à la vision du projet mondial en matière d'adaptation climatique, et ce, au plus grand avantage des femmes et des filles. Si vous voulez passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît, merci beaucoup. Alors, reconnaissant que le changement climatique est ce qui tire les inégalités et l'exclusion sociale, le World Vision et VF, leur démarche d'autonomisation des femmes par l'intermédiaire du programme Thrive. Voilà ce que vous voyez à l'écran ici. Alors, Thrive est un ensemble d'interventions basées sur des éléments probants, action collective, inclusion financière et chaîne de valeur, développement de chaînes de valeur locales par des systèmes d'inclusion financière systématique pour les femmes vivant en pauvreté extrême, et avec ce que vous voyez du côté droit par rapport à cette espèce d'échelle. Donc, donner un accès aux femmes au régime d'assurance médicale. Et nous le faisons par l'intermédiaire de l'approche de World Vision, avec un groupe autogéré de quelques 20 à 25 personnes, dont 39% sont des femmes. Et cela permet aux femmes d'engendrer une épargne et d'épargner de l'argent. Mais nous reconnaissons en même temps que pour celles qui tirent de petites et moyennes entreprises, le capital qui peut être mis à disposition, eh bien cela se fait grâce au groupe lui-même. Et donc cela permet d'accélérer l'épargne en matière de ce sont des prêts, tout simplement, des prêts rapides. Et vous voyez cela tout en haut de l'échelle économique sur la droite. Et donc 1000 quelques dollars américains. Et voilà qui est possible grâce à ce qui a été fait sur 2 ans. Alors, Thrive 2030 a également fourni d'autres produits de microfinancement, par exemple des produits d'assurance, ainsi que pour les produits d'assurance agricole, contre les accidents, par exemple, la santé aussi, et surtout lorsqu'il y a un impact important du changement climatique et des catastrophes naturelles importantes. Et donc, main dans la main avec le programme Intersection Climat-Santé, nous avons mis au point des produits novateurs pour les petites exploitations agricoles, pour traiter les impacts du changement climatique, investir par exemple dans l'énergie efficace, biogaz, ainsi que des fours efficaces
Et pour appuyer l'adaptation au changement climatique, eh bien, des efforts ont été abattus, ainsi que des produits qui ont été bien adaptés. Alors, vous avez ici le programme ARID 10 qui a commencé en 2013, lorsqu'il y a eu le typhon Ariane qui s'est abattu sur des îles aériennes. Et nous avons vraiment essayé de toucher ceux qui ont été le plus durement frappés dans la région Asie, dans les Philippines et à l'est de l'Afrique. Un certain nombre d'institutions financières sont intervenues pour donner accès à ce genre de prêts et c'était exactement arrivé à point nommé pour les clients. Il y a eu un emprunt pour les pêches et autres petites exploitations pour récupérer des revenus pour les familles. Et donc des revenus et du capital d'exploitation pour les petites exploitations et pour les micro-PME. Nous avons tiré quelques enseignements importants. Premièrement, cela a permis une récupération rapide après une catastrophe naturelle. En troisième lieu, les repaiements des clients, les remboursements étaient de petits montants. Et quatrièmement, il nous faut nous préparer avant la catastrophe, avant que celle-ci ne s'abatte, et être prêt à démarrer chapeau sur roue immédiatement. Donc nous avons fait cela en même temps que nous avons mis en point l'ARDIS et sur la base des enseignements, nous avons justement lancé ce programme ARDIS en 2018, un régime d'assurance qui permet d'avoir cette pratique de réemprunt et donc, grâce à quelques institutions financières avec 4 composantes. Composante crédit, à partir du moment où le crédit, eh bien, fait défaut. Il y a une composante liquide, paiement en cash, qui permet de continuer la planification commerciale et de l'activité. Et toutes ces 4 composantes que vous voyez ici, grâce à ces 4 composantes, nous avons pu transformer la vie des communautés et les institutions en période de catastrophe naturelle. Et du côté gauche, vous pouvez constater la différence en matière d'impact avant que Hardis ne soit arrivé et avant la catastrophe naturelle et à partir du moment où Hardis a été adopté. Donc, il y a eu un rétablissement pour les clientes et évidemment, la même approche a été utilisée pendant la pandémie avec un résultat positif par rapport aux 65% de femmes sondées en Afrique, au Kenya, pardon. Euh, quelques Un grand nombre de personnes ont dit que leur vie s'était améliorée grâce à cette méthodologie de rétablissement post-Covid ou pendant Covid. Et les emprunts ont été utilisés pour démarrer une nouvelle activité ou pour croître. Et beaucoup de personnes qui ont répondu ont dit que cela leur a permis de reprendre leur activité après les confinements. Alors, des produits d'assurance ont été également fournis. Mon troisième exemple concerne les produits d'assurance que nous avons mis au point dans les 5 dernières années au Vision Fund pour les clientes microfinancement. Et maintenant, nous essayons de tendre une main vers Work Vision. Et nous avons mené une enquête sur le terrain auprès de tous les pays, montrant les mêmes résultats, totalement alignés avec la vidéo que je vais montrer. Et cela sur la base des statistiques de la Banque mondiale, montrant que la santé est une priorité même dans les pays où un régime national existe d'ores et déjà. Des régimes d'assurance avec une assistance technique aussi, et aussi avec les entités de World Vision et d'autres partenaires qui voudraient également profiter de ce genre d'accompagnement ou d'assistance. Il convient de bien comprendre les besoins des bénéficiaires pour mettre au point un produit d'assurance en sélectionnant un prestataire local, une assurance locale. Donc, le bon prestataire local doit être envoyé auprès de ces zones, éduquer les services, le personnel, etc. Et ensuite lancer tout cela et évaluer la performance. C'est dans les pays où nous avons déjà démarré cela et dans les pays aussi où nous n'avons aucune présence.
À l'heure actuelle, nous avons quelques 22 programmes d'assurance médicale et nous communiquons avec d'autres pays et d'autres partenaires pour continuer et à fournir ce genre de service à d'autres pays. Je vais vous montrer une vidéo de l'Équateur dans les premiers mois de la mise en œuvre. Ceci illustre ce que nous donnons aux clients, ce que nous offrons aux clientes et aussi aux communautés pour générer davantage d'impact par l'intermédiaire de produits d'assurance médicale que nous avons déjà mis au point. Diapo suivante, s'il vous plaît. Pardon, vidéo. Merci Solène. Maintenant, nous avons Lydia Wafula. Et Lydia est le responsable d'évaluation et de la responsabilisation pour Agrifin au Kenya. Elle va nous dire comment Mercy Corps Agrifin offre des de l'aide financière aux femmes en travaillant avec FIMTEF et FFP, par exemple. Elle va parler de la solution climatique en Tanzanie et vous montrer les bonnes pratiques en matière d'apprentissage. Merci. Merci, Lucie. J'aimerais revenir à ce que les deux autres orateurs ont dit, ils ont parlé de comment les femmes étaient affectées par le climat et donc c'est une étude, un projet que nous avons eu au Kenya, en Afrique de l'Est et grâce avec des partenariats avec le secteur privé et les gouvernements, nous avons pu, Agrifin a pu développer des produits et des services focalisés sur les petits producteurs pour améliorer la vie des femmes en Afrique de l'Est. Ces produits vont d'idées à propos de ce qui est bon pour le climat, des outils et des intrants de qualité, de l'aide financière et de l'assurance, de l'irrigation et autres. Il s'agit de répondre aux besoins des agriculteurs pour avoir des systèmes alimentaires durables. Nous utilisons diverses plateformes, des applications mobiles, des messages phoniques interactifs, des applis pour les agriculteurs, etc. Je vais vous parler maintenant de cette étude des cas. Il s'agit d'un projet qui a été mis en œuvre en Tanzanie pour renforcer la résilience climatique
pour les petits producteurs en se focalisant sur les femmes et grâce aux services financiers numériques. Nous avons choisi la Tanzanie parce qu'il y a une fracture numérique énorme entre les hommes et les femmes en raison des pratiques agraires qui ont lieu en Tanzanie et l'impact climatique et les risques associés pour les femmes et les jeunes. Donc, ce projet a été mis en œuvre en partenariat avec Africa, qui est une organisation à but lucratif et qui a beaucoup d'expérience pour en matière en Afrique et qui a toutes sortes de produits. Il s'agissait d'atteindre les agriculteurs dans les zones rurales. Et donc, il s'agissait de donner une assurance de bout à bout et aider les agricultrices, oui, et l'objectif du projet, c'est d'améliorer l'accès à l'assurance pour les récoltes, pour les petits producteurs, en se focalisant sur les femmes agricultrices à faible revenu. Et, il s'agit d'aider les femmes qui faisaient de la production de café, de maïs et d'autres récoltes en leur donnant accès aux services financiers numériques qui pouvaient leur aider à gérer les risques financiers associés au changement climatique. Donc, cela a été fait grâce à un produit d'assurance basé sur les satellites que l'on appelle Lima Salama ou Bima Salama. Il s'agit d'un nom en Swahili. Nous voulions utiliser un terme que les habitants pouvaient comprendre facilement et le mot veut dire agriculture et intelligente ou assurance intelligente. Donc, comment mettre en œuvre cela? Quelles ont été les stratégies? Qu'est-ce qui a donné de bons résultats? Qu'est-ce qui n'en a pas donné? Quel a été l'impact? Au début du projet, nous avons eu des discussions et des réunions de planification avec les parties prenantes en Tanzanie, y compris les représentants des divers ministères, ministère de l'Agriculture, ministère du Climat, ministère des Femmes. Et nous avons parlé également aux fournisseurs d'assurance et aux acheteurs de produits, etc. Nous voulions comprendre leurs défis pour mieux pouvoir concevoir un produit qui inclut aussi bien les femmes et les hommes et les autres groupes marginalisés. Nous avons également fait de la recherche pour avoir une conception basée sur l'être humain. Nous avons également étudié les femmes et l'impact de l'assurance sur leur vie. Donc, nous avons eu des réunions dans le contexte local. Nous avons voulu obtenir les connaissances des hommes et des femmes et voir quels étaient les défis rencontrés par les agriculteurs et les parties prenantes numériques qui travaillent avec les agriculteurs. Donc, nous avons mis en œuvre plusieurs stratégies. D'abord, nous avons adapté un produit d'assurance pour tenir compte des besoins des hommes et des femmes. Ensuite, nous avons établi des alliances stratégiques. Nous avons travaillé avec les gouvernements et les pouvoirs publics pour être sûrs qu'ils se fient à nous, parce que nous avons découvert qu'il y avait un manque de confiance quand des étrangers arrivaient. Et donc, nous voulions avoir la confiance des agriculteurs et nous avons travaillé avec des groupes d'agriculteurs. Ça, c'était un bon point d'entrée quand nous voulions parler aux agriculteurs et aux femmes. Et puis, grâce à ces alliances stratégiques, nous avons pu veiller à atteindre
plus d'agriculteurs, plus de femmes sur le terrain. Nous avons également utilisé des stratégies rentables grâce aux alliances que nous avons créées pour pouvoir atteindre plus de femmes et ce à un coût minime. Nous avons utilisé des approches basées sur les données. Donc, tout ce que nous avons déterminé, toutes les conceptions, etc., étaient basées sur les données ventilées par le genre pour voir l'expérience des hommes et des femmes et l'impact de ce que nous faisions. Et bien entendu, nous avons fait des recherches pour être sûr de n'oublier personne et surtout les femmes. Et puis, nous avons voulu renforcer la capacité de tous ceux qui participaient. D'abord, l'équipe ECA Africa pour être sûr que les entreprises puissent et que l'équipe puisse comprendre la valeur offerte par les entreprises appartenant à des femmes. Nous avons également formé les pouvoirs publics en matière d'inclusion. Nous avons formé les agriculteurs en matière de tout ce qui est numérique. Nous voulions qu'ils puissent utiliser un téléphone, comprendre ce qu'ils recevaient et autres. Nous leur avons parlé de l'assurance, du changement climatique, des bienfaits de l'assurance, etc. Donc, avec tout cela, quel a été notre impact? Eh bien, nous avons pu atteindre plus de 67 000 agriculteurs en Tanzanie et 50% étaient des femmes. Nous avons pu obtenir une augmentation de 28% sur les investissements internes et y compris des investissements pour les femmes. Et quand nous parlions aux agriculteurs, nous nous sommes rendus compte que les agricultrices voulaient pouvoir réduire leurs problèmes financiers quand il y avait des problèmes avec les récoltes. Ainsi, les femmes pouvaient recevoir de l'assurance et élargir leurs activités. Et les femmes ont pu utiliser une partie de cet argent pour améliorer la vie de leur ménage. Lucie, vous êtes complètement en train de changer mes transparents, mes diapos. Oui, je voulais que vous terminiez. Donc, nous avons voulu travailler avec les agriculteurs et quelles ont été les leçons clés que nous avons apprises? Eh bien, un des enseignements, c'est que le fait d'avoir un modèle d'entreprise durable est la clé, être sûr que les femmes soient au centre, que on n'oublie pas les femmes et se baser sur leurs connaissances locales. L'investissement dans le capital humain est important également, être sûr qu'il y ait beaucoup de formation sur tout ce qui est numérique, surtout pour les femmes, pour que les femmes puissent avoir accès et utiliser les divers produits numériques. Et puis, de bonnes alliances sont une clé également. Il faut utiliser les leaders, les gouvernements, les groupes d'agriculteurs, les champions pour les femmes, et puis pour que tout le monde s'approprie le programme. Et finalement, il faut des démarches basées sur des données. Il faut un suivi continuel, il faut faire des rapports sur des données ventilées par genre et pour pouvoir arriver à une bonne conception, pour être bien sûr que tout cela permette de renforcer la viabilité, la pérennité. Merci. Lucie, je suis désolée d'avoir avancé vos diapos, mais je voulais que l'on puisse avoir une séance de questions-réponses. Je vous remercie. Je vais maintenant demander à Nandini de faciliter cette période de questions-réponses. Combien de temps est-ce qu'il nous reste? Vous n'avez pas 15 minutes, mais nous allons faire de notre mieux. Très bien.
Donc, il y a toutes sortes de questions qui ont été posées dans le chat. Continuez à nous les envoyer. La première question porte sur ce qu'ont dit les trois orateurs à propos du rôle des pièces d'identification. Étant donné que les femmes, surtout dans les zones rurales, euh, ont un problème lorsqu'il s'agit d'avoir accès aux services financiers parce qu'elles n'ont pas de pièces d'identité. Ça, c'est toujours un gros défi quand vous voulez avoir un compte financier et avoir accès aux services financiers. Donc, je voulais demander à nos orateurs, peut-être que nous allons commencer par Lorenzo et ensuite Solène et ensuite Lydia. Est-ce que nous pourriez nous dire en 30 secondes si vous avez fait face à ce problème pour votre mise en œuvre de votre programme et qu'est-ce que vous avez fait? Merci Nandini. Eh bien, une approche d'OCO, c'est les téléphones mobiles et les portefeuilles mobiles. Cela fait partie de leur modèle d'entreprise. Donc, ça existait déjà. Cela veut dire que les paiements se faisait par le portefeuille mobile sur le téléphone. Et donc, cela a facilité la solution de ce problème parce que vous aviez ce portefeuille mobile, vous aviez un compte mobile à la suite des évaluations. Donc, cela nous a aidés. Et voilà pourquoi cette question n'a pas été un problème, tout au moins dans notre cas. Merci, Lorenzo. Solène? Eh bien, euh, la documentation peut être une pièce d'identité nationale, mais nous avons utilisé d'autres pièces telles que le livret de famille ou l'identification des réfugiés. Je pense au nord de l'Ouganda, où nous avons un programme pour les réfugiés du Sud-Soudan ou au Liban. Donc, la pièce d'identité des réfugiés est quelque chose que l'on accepte. Donc, s'ils n'ont pas une pièce d'identité nationale, nous acceptons d'autres pièces d'identité. Lydia, eh bien, pour nous, c'était d'abord le numéro de téléphone et ils utilisaient également leur pièce d'identité nationale. Mais certaines femmes n'avaient pas de pièce d'identité nationale, mais elles pouvaient utiliser la pièce d'identité de leur mari. Donc, elles ont pu parler à leur mari et on envoyait un message. Quand le mari recevait un message à propos de l'assurance, il donnait le message à la femme. Donc, une solution de compromis, mais peut-être pas la solution à long terme qui serait l'entière inclusion des femmes. J'ai une question pour Lorenzo. En plus de la formation et du déploiement des agents d'assurance féminin, comment est-ce que vous avez adapté votre programme aux femmes? Eh bien, je pense qu'il y a eu trois grands aspects. Deux aspects ont déjà été mentionnés, la formation des agents d'assurance en tenant compte du genre. Et vous aviez des choses assez simples. Et la deuxième chose mentionnée, c'était d'équilibrer les agents d'assurance. Et puis, troisièmement, il y avait la question de l'assurance. En fait, ce que Coco a fait, c'était difficile. C'est difficile en général de donner une assurance pour les récoltes dans un pays comme le Mali. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont considéré le Mali, ils ont vu que faisaient les agriculteurs, ce qu'ils récoltaient. Ils ont commencé à donner la priorité à ces récoltes et ils ont créé des produits d'assurance pour ces récoltes. Et c'était des produits par les hommes, surtout des céréales. Mais comme je l'ai dit, il fallait concevoir une assurance pour tout le monde. Et il y a un coût
associés à cela. Donc, ce que nous avons fait avec OCO, c'est que nous avons réalisé une évaluation en ciblant les femmes agriculteurs pour voir quelles étaient les récoltes principales qu'elles produisaient. Et l'arachide était vraiment la récolte principale. Donc, nous avons soutenu l'établissement d'un produit d'assurance pour les arachides. Et cela a donné de très bons résultats. Donc, nous avons eu ce modèle et nous avons formé les agents d'assurance, mais également nous avons créé des produits d'assurance, pas seulement pour les femmes, mais également pour les hommes qui produisaient des arachides. Mais cela avait été conçu avec les besoins des femmes à l'esprit. Excellente réponse. Je sais que nous sommes à court de temps. J'ai une question qui, qui est qui fait partie de la question de Gauberger. Et j'y ajoute ma question, une question pour vous trois. Euh, avec étant donné le travail que nous faisons avec vous, comment est-ce que nous veillons à avoir une viabilité financière de ces produits? Comment attirer le secteur privé, y compris pour donner des subventions intelligentes? Nous voulons attirer le secteur privé en leur montrant qu'il a un modèle d'entreprise qui soit durable. Est-ce que c'est votre expérience? Est-ce que nous sommes déjà arrivés à ce point? Et est-ce qu'il y a eu une évolution? Et Solène, ce qui est frappant à propos de ce que vous avez dit, c'est que l'avez fait dans 3 régions. C'est extraordinaire et inhabituel. Donc, nous souhaitons savoir quelles sont vos idées. Solène, je vais commencer par vous. Sur la durabilité, la pérennité, je crois que l'élément le plus important est d'avoir des partenariats gagnant-gagnant entre le secteur privé, entre l'organisation et les bénéficiaires, les parties prenantes. En matière d'assurance, il s'agit de concevoir des produits équilibrés et aussi d'apporter un certain volume, que le coût de la prime soit diminué, mais aussi le coût du service au niveau des régimes d'assurance que nous exécutons. Alors, à présent, le fait de mettre en œuvre toutes régions confondues. Nous sommes dans 4 régions, en fait. Amérique latine, Afrique, Asie et aussi Moyen-Orient. Parce que nous sommes également présents au Liban, où World Vision est présent, mais l'autre non. Et il y a également des interactions et des partenariats avec d'autres organismes dans les 4 différents pays. Nous avons une assurance, pardon, une équipe mondiale assurance qui peut faire part de son expérience et partager de l'information et fournir une assistance technique, un accompagnement aux organisations dans les pays, dans d'autres pays, dans ces régions. Et avec ces expériences transversales d'apprentissage croisé, eh bien, l'expérience est vraiment l'élément fondamental. Et même pour de nouveaux partenaires qui viennent de nous rejoindre, qui sont récents, et qui demandent une assistance technique ou un accompagnement, un appui, eh bien, qui peuvent profiter de l'expérience que nous avons par rapport aux 25-26 pays où nous sommes présents en tant que fonds régional et aussi bénéficier de l'expérience de World Vision, eh bien, cela peut vraiment aider les pays. Ce sont vraiment le point de mire que nous avons des partenariats. Tout le monde est gagnant. Merci Solène. Nous avons plus qu'une minute, je crois. Donc, je voulais demander à Lydia, mais on demande spécifiquement si vous pouviez nommer 3 choses. Solène a parlé de gagnant-gagnant ou de partenariat où tout le monde est le gagnant ou la gagnante. Qu'est-ce que l'on peut faire par rapport à la pérennité ou la durabilité avec le secteur privé au-delà des subventions? Alors, d'abord, je dirais des conceptions de produits centrés sur l'utilisateur, mais surtout sur la base d'une recherche euh, décomposée en matière de genre, donc avec une sensibilité genre dans la conception des produits, et aussi
garantir qu'il y ait une force sur le terrain bien aguerrie, parce que ce sont toujours les manières les plus efficaces par rapport au coût, surtout au moment où se termine la mise en œuvre et où un autre partenaire intervient. Donc, les systèmes existent d'ores et déjà sur le terrain, au niveau des communautés, et quel que soit le partenariat, ça a déjà été fait en quelque sorte dans une certaine mesure. Et je veux dire aussi que le fait d'avoir des partenariats sensibles au genre, pas seulement des partenariats dans un seul et unique secteur, mais que ce soit diversifié de façon transversale par rapport au secteur, tout secteur confondu. Parce que ce soit autonomisation des femmes par rapport au changement climatique, il y a d'autres dimensions qui entrent en compte. Dans le domaine de l'inclusion financière, les réseaux mobiles, par exemple, entre autres, interviennent à un niveau aussi. Donc, plutôt que de réinventer la roue, avoir toujours toutes les équipes et les personnes, les membres de ces équipes qui ont déjà été expérimentés, qui ont une expérience et vers lesquels nous pourrons tourner le regard et sur lesquels nous pouvons avoir confiance et se fonder, faire tremplin sur l'expérience. Et je crois que Lorenzo a partagé un grand nombre d'éléments qui sont liés à ce que vous venez de dire, donc beaucoup de thèmes qui se chevauchent. En tout cas, merci beaucoup d'avoir co-animé et je donne la parole à Lucie pour la clôture et la conclusion. Merci beaucoup des présentations excellentes aujourd'hui. Je sais qu'il n'y a plus beaucoup de temps qui nous reste. Je vous demande encore quelques 5 minutes dans le domaine de l'inclusion financière sensible au genre. Nous avons eu d'éminents conférenciers. Nous avons beaucoup apprécié votre participation et les efforts, les initiatives que vous avez adoptées, surtout dans le domaine du microfinancement femmes lié au changement climatique. Et merci beaucoup pour les organisateurs de cet événement et ceux qui ont organisé cette manifestation. Il convient toujours d'identifier les nouveaux défis et de documenter tout cela sur la base de l'expérience que nous avons d'ores et déjà eue en matière d'autonomisation économique des femmes, sur la base des études et concentrer ces 3 études qui sont concentrées sur le microfinancement pour les femmes et le changement climatique, pour que nous puissions toucher les collaborations entre PMAO et SIWA. La deuxième étude de cas, comment les organisations à but non lucratif peuvent intervenir et s'impliquer avec des modèles non traditionnels et en partenariat avec les partenaires de développement pour l'inclusion des femmes. Et le dernier cas de figure, les projets mis en œuvre par Ligne avec des mesures d'incitation par le biais des marchés pour appuyer les petites agricultrices, les petites exploitantes agricoles et surtout pour que le résultat net de leur activité soit créatrice d'emplois. Et surtout, à partir du moment où il y a eu des recherches publiées, nous avons une manifestation qui va venir en Éthiopie. Et je vous invite à retourner vers notre site internet si vous voulez faire partie de cette manifestation. Et demain, nous allons reprendre nos discussions de 9 heures à 11 heures, heure de Washington ou de New York. Merci beaucoup à tous et à demain.